Avant l'opération, ma femme m'a envoyé un SMS, je veux divorcer. Ne t'attends pas à me voir à ta sortie. J'ai plaisanté avec la femme à côté de moi, si je survis, je vous demande en mariage avant de partir. Elle a accepté. Puis, le médecin s'est figé, et a murmuré, savez-vous qui elle est? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Augustine, et j'ai 49 ans. Jusqu'à ce matin-là, je pensais connaître chaque recoin de ma vie, mon travail, ma maison, ma routine, et, par-dessus tout, je pensais connaître ma femme. J'avais tort sur toute la ligne. Mais, quand j'ai réalisé cela, il était déjà trop tard pour faire semblant que ça ne faisait pas mal. J'étais marié à Dolores depuis 23 ans. Nous nous sommes rencontrés jeunes, nous avons construit une vie ensemble, et nous avons créé des rêves qui, avec le temps, se sont flétris en silence, un peu comme ces plantes que l'on arrose par habitude, et non par amour. Au cours des derniers mois, je l'avais sentie distante, presque absente. Et ce, même si nous partagions la même maison, la même table, et le même lit froid. J'attribuais cette distance au stress, à la fatigue, ou au poids des années. Je n'aurais jamais imaginé que, derrière cette distance, se cachait une décision déjà prise. Ce matin-là, j'avais été admis pour une opération délicate, un problème cardiaque que les médecins décrivaient avec des mots techniques, mais que je traduisais par une seule phrase simple, il y avait une possibilité que je ne me réveille pas. On se croit prêt à affronter ce genre de risque, jusqu'à ce qu'il se dresse juste devant nous. Allongé sur un brancard, vêtu d'une blouse qui ne couvre pas votre dignité, avec une perfusion dans le bras, qui vous rappelle à chaque seconde que votre corps ne vous appartient plus totalement. J'ai regardé le plafond du couloir préopératoire. Les néons clignotaient légèrement, comme s'ils étaient nerveux, eux aussi. J'ai pensé à Dolores. Je voulais qu'elle soit là, à me tenir la main, à me dire que tout irait bien, même si c'était un mensonge. J'avais besoin de ce pieux mensonge, comme quelqu'un a besoin d'air, avant de plonger en eau profonde. Au lieu de cela, ce que j'ai reçu, c'est ce fameux message dont je vous ai déjà parlé. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, je ne l'ai pas compris, comme si mon esprit refusait de traiter quelque chose d'aussi cruel, à un moment d'une telle vulnérabilité. La deuxième fois, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec mon problème cardiaque. La troisième fois, j'ai tout simplement fait le vide. Il n'y avait pas de « je t'aime », quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de « je t'attendrai dehors ». Juste cette phrase froide et calculée, comme si Dolores l'avait gardée en réserve pendant des semaines, attendant le moment exact où je serais le plus sans défense, pour la lâcher, sans avoir à voir ma réaction face à face. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que j'étais entouré d'infirmières, d'autres patients, dans un environnement où les émotions sont censées être gardées sous contrôle. Ou, peut-être, parce que, au fond de moi, une partie de mon être sentait déjà que ce mariage se mourait en silence depuis longtemps, et que Dolores avait simplement décidé de signer l'acte de décès au pire moment possible. J'ai rangé mon téléphone, j'ai pris une grande inspiration, puis, pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, j'ai tourné la tête vers le brancard à côté du mien. Elle était là, une femme qui paraissait avoir quelques années de moins que moi, les cheveux tirés en arrière, avec un regard serein. Et ce, malgré le fait qu'elle se trouvait dans la même situation que moi, sur le point de se faire opérer. Je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais il y avait quelque chose dans son expression, une sorte de calme, qui contrastait brutalement avec le chaos que je ressentais à l'intérieur. Une infirmière s'est approchée pour vérifier son dossier. « Marilla, nous allons vous emmener au bloc opératoire dans quelques minutes. »« D'accord », a-t-elle répondu, avec une tranquillité qui m'a surpris. C'est comme ça que j'ai appris son prénom. Marilla m'a jeté un coup d'œil, remarquant peut-être la tension sur mon visage. « Vous allez bien ?» a-t-elle soudainement demandé. « Vous êtes pâle. » Je n'ai pas su quoi répondre au début. J'avais toujours le téléphone à la main, avec le message de Dolores qui brillait sur l'écran, comme une blessure ouverte, coincée entre la boule dans ma gorge et mon incrédulité. J'ai fini par lui dire la vérité. Ma femme vient de me demander le divorce par SMS, 10 minutes avant qu'on m'emmène en chirurgie, ai-je dit, en lâchant un rire amer. Alors, non, je ne vais pas bien, mais au moins, je n'ai plus rien à perdre. Marilla m'a regardé avec un mélange de surprise et de compassion. Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. C'est cruel, même selon les pires standards de cruauté. Merci, ai-je répondu.
Et c'est à ce moment-là que la blague est sortie de ma bouche, sans que je puisse m'en empêcher, née de la douleur, et déguisée en humour noir. Eh bien, si je survis à ça, je vous demanderai en mariage avant de quitter cet hôpital. Vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. Elle a accepté, sans la moindre hésitation. Quelques secondes plus tard, le docteur Ilana est entré, la femme qui allait superviser nos 2 interventions ce matin-là. « Bonjour, je suis le docteur Ilana », a-t-elle dit, sans lever les yeux du dossier qu'elle tenait. Mais, quand elle a levé les yeux et a vu Marilla, quelque chose dans son visage a complètement changé. Elle est restée immobile pendant une seconde. Son expression professionnelle s'est fissurée, juste assez pour que je le remarque. « Pardonnez-moi la question », a-t-elle murmuré, en baissant la voix, « mais savez-vous qui est cette femme ?» « Quoi ?» ai-je demandé, confus, en regardant Marilla, puis à nouveau Ilana. « Rien, rien », a rapidement répondu le médecin, en recomposant son expression. « Oubliez ça. Nous allons vous préparer tous les 2. » Mais je ne pouvais pas oublier. Cette question flottait dans l'air, se mêlant à l'écho du message de Dolores, au sourire de Marilla, à tout ce que j'étais sur le point de perdre, et à tout ce que, sans le savoir encore, j'étais sur le point de trouver. Les infirmières ont commencé à s'activer. Quelqu'un a annoncé qu'il était temps. J'ai senti qu'on m'emmenait dans le couloir, vers le bloc opératoire, et la dernière chose que j'ai vue, avant que les portes ne se ferment, c'était le regard de Marilla, serein, presque comme si elle savait quelque chose que j'ignorais encore totalement. Je me suis réveillé des heures plus tard, la gorge sèche, aveuglé par une lumière blanche venant du plafond. La première chose que j'ai ressentie, c'est ce poids étrange d'être en vie, cette certitude physique que mon cœur battait toujours dans ma poitrine, bien que je ne susse pas encore comment je devais m'en réjouir. Une infirmière s'est approchée pour vérifier mes signes vitaux. « Comment vous sentez-vous, monsieur Augustine ?» a-t-elle demandé, tout en notant quelque chose sur une tablette. « Je suis en vie », a répondu ma voix. Je crois que c'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais, il y a quelques heures. Elle a souri. Ce sourire professionnel que font les infirmières, quand elles ont entendu ce genre de commentaires des centaines de fois. L'opération s'est bien passée. Le médecin passera plus tard pour vous expliquer les détails. Pour l'instant, reposez-vous. J'ai hoché la tête, encore étourdi par l'anesthésie. J'ai regardé autour de moi dans la chambre double, les rideaux blancs séparant les lits, la perfusion s'écoulant lentement dans mon bras. Et puis, je me suis souvenu de Dolores, du message, du divorce. Tout est revenu d'un coup, comme une vague glaciale qui vous renverse, quand vous vous y attendez le moins. J'ai pris mon téléphone sur la table de chevet. Pas d'appel, pas de nouveaux messages, juste ces mots que je connaissais déjà par cœur, attendant là, comme une sentence qui n'avait pas besoin d'être répétée, pour continuer à faire mal. Vous cherchez quelque chose, a demandé une voix depuis le lit voisin. J'ai tourné la tête, et elle était là. Marilla, également réveillée, également avec une perfusion dans le bras, et arborant ce même mélange d'épuisement et de soulagement, que seule une personne venant de subir une opération délicate peut comprendre. Je cherchais des excuses qui n'arriveront pas, ai-je dit, en rangeant le téléphone. Mais, au moins, vous et moi sommes toujours là. C'est déjà une victoire. C'est vrai, a-t-elle répondu, en se réajustant un peu dans le lit. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à vous pendant que j'étais au bloc opératoire. Enfin, pas exactement à vous, mais à cette promesse absurde que nous avons faite. J'ai ri, la gorge encore sèche, et vous le regrettez déjà ? Pas du tout, a-t-elle dit avec un sourire calme. Un accord est un accord. Même si, je suppose que nous savions tous les 2 que ce n'était pas sérieux. Je suppose que oui, ai-je répondu. Bien qu'au fond de moi, quelque chose n'était pas si sûr qu'il ne s'agissait que d'une blague. C'était étrange. Je connaissais à peine cette femme, et pourtant, je ressentais à ses côtés un calme que je n'avais pas ressenti dans ma propre maison, depuis des mois. La conversation a été interrompue lorsque la porte de la chambre s'est ouverte, et que le docteur Ilana est entré, avec sa blouse blanche, et le même dossier que tout à l'heure sous le bras. « Bonjour à vous 2, a-t-elle dit, en vérifiant d'abord mes signes vitaux sur le moniteur. « Tout semble correct, Augustine. L'opération a été un succès, et vous devriez pouvoir rentrer chez vous d'ici quelques jours. »« Merci, docteur, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, mais j'ai remarqué que son regard dérivait, à plusieurs reprises, vers Marilla, avec une sorte de prudence qu'elle n'arrivait pas tout à fait à dissimuler. « Marilla, comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé,
en s'approchant de l'autre lit. Bien, docteur. Un peu fatigué, mais bien. Ilana a vérifié le dossier, a pris quelques notes, et pendant un instant, il a semblé qu'elle allait ajouter quelque chose. Elle a ouvert la bouche, a hésité, et a finalement choisi de garder le silence. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, a-t-elle dit, avant de quitter la pièce avec la même hâte contenue qu'à son arrivée. Dès que la porte s'est fermée, je me suis tourné vers Marilla. Vous avez remarqué ça, lui ai-je demandé. La façon dont le médecin vous regarde, comme si elle voulait dire quelque chose, et changeait d'avis à chaque fois. Marilla a soupiré. Et, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu son expression sereine s'assombrir d'une sorte de lassitude. Ça m'arrive souvent, a-t-elle dit, sans donner plus de détails. Les gens me regardent comme ça. Certains me reconnaissent, d'autres pensent me reconnaître, mais n'osent pas demander. Vous reconnaître d'où, ai-je insisté, sincèrement intrigué. Elle m'a regardé un long moment, comme si elle évaluait s'il valait la peine de me dire la vérité, ou de simplement laisser couler. Finalement, elle a souri, mais c'était un sourire différent de celui de tout à l'heure, plus fatigué, plus résigné. C'est une longue histoire, Augustine, et vous êtes encore en train de vous remettre d'une opération et d'un divorce, le même jour. Je ne pense pas que ce soit le moment. Je voulais insister, mais quelque chose dans son ton m'a fait comprendre que je n'obtiendrais rien de plus d'elle, pour l'instant. J'ai donc laissé tomber le sujet. Bien que la curiosité ait continué à bourdonner dans ma tête, comme un murmure persistant, nous avons passé le reste de l'après-midi dans un silence confortable, interrompu seulement par les visites du personnel médical, et par des commentaires occasionnels sur des sujets sans importance, la météo, la nourriture de l'hôpital, ou l'inconfort de ses lits. C'était étrange, mais, au milieu de tout le chaos de ma vie qui s'effondrait, cette conversation banale avec une inconnue m'a semblé être le seul véritable point d'ancrage que j'avais. Le soir, alors que les lumières du couloir baissaient, et que l'hôpital plongeait dans ce silence si particulier, qui n'existe qu'après 22 heures, j'ai entendu Marilla parler au téléphone, à voix basse. Je ne pouvais pas distinguer les mots exacts, mais le ton était sérieux, presque tendu. À un moment donné, j'ai réussi à capter une phrase égarée, qui est restée gravée dans ma mémoire, non, je ne lui ai encore rien dit. Ce n'est pas le bon moment. Je ne savais pas si ces mots avaient un rapport avec moi, avec le docteur Ilana, ou avec quelque chose de totalement étranger à ma vie. Mais, après la question qu'Ilana m'avait chuchotée le matin même, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, derrière cette femme discrète qui dormait dans le lit d'à côté. J'ai fermé les yeux cette nuit-là, avec un étrange mélange d'émotions. La douleur du message de Dolores était toujours là, latente, comme une blessure qui commence à peine à se refermer. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une curiosité que je ne m'attendais pas à ressentir. Le sentiment que ma vie était sur le point de prendre un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer ce matin-là, quand je pensais que la seule chose qui m'attendait, c'était la chirurgie, et peut-être la mort. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par le bruit de la porte s'ouvrant avec un peu plus de force que d'habitude. J'ai ouvert les yeux, et Dolores se tenait là, dans l'encadrement, son sac à main en bandoulière, arborant une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. De la surprise, peut-être, ou de l'inconfort, ou un mélange des deux, sur ce visage que j'avais appris à lire pendant 23 ans, et qui, maintenant, me semblait soudain presque étranger. Je suis venu voir comment tu allais, a-t-elle dit, sans trop s'approcher, restant à mi-chemin entre la porte et mon lit, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'être là. Quelle surprise, ai-je répondu, d'un ton plus froid que je ne l'aurais souhaité, mais qui est sorti tout seul, sans que je puisse m'en empêcher. Je croyais que je ne pouvais pas compter sur ta présence, à ma sortie d'ici. C'était bien tes mots, non? Elle a baissé les yeux une seconde. Augustine, je ne suis pas venu pour me disputer. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Je suis en vie, ai-je dit, en répétant presque les mêmes mots que j'avais dit à l'infirmière la veille. L'opération s'est bien passée. Merci de demander, je suppose. Un silence pesant s'est installé entre nous. J'ai remarqué que ses yeux dérivaient vers le lit voisin, vers Marilla, qui faisait semblant d'être concentrée sur son téléphone, bien qu'il fût évident qu'elle écoutait le moindre mot. Et elle, c'est qui? A demandé Dolores, avec un ton dont je n'arrivais pas à déterminer s'il s'agissait d'une curiosité sincère, ou de quelque chose ressemblant davantage à de la jalousie. Marilla, ai-je répondu, sans plus d'explication.
Elle a été opérée le même jour que moi. Nous avons un peu discuté. Marilla a levé les yeux, et a adressé à Dolores un signe de tête cordial, un simple geste, sans prononcer un mot. Dolores a rendu le geste avec un sourire tendu, un de ceux que l'on force par politesse, et non par envie. Augustine, nous devons parler des papiers du divorce, a dit Dolores, reportant son attention sur moi, en baissant la voix, comme si cela rendrait la conversation moins gênante. Mon avocat dit que nous pourrions régler ça rapidement, si nous coopérons tous les deux. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. À peine la veille, j'étais sur un brancard, sur le point de subir une intervention chirurgicale, et la seule chose qu'elle avait à m'offrir, c'était ce message glacial. Et maintenant, sans même me demander comment je me sentais vraiment, elle parlait déjà de papier, d'avocat, de tout régler rapidement. Tu sais, Dolores, ai-je dit, en me redressant un peu dans le lit, sentant la colère refoulée commencer à se frayer un chemin. Hier, j'étais sur le point de mourir, et la dernière chose que j'ai entendue de ta part, avant d'entrer au bloc opératoire, c'est que tu n'avais plus besoin de moi. Pas même un au revoir, ni un je t'aime, au cas où je n'ouvrirai plus jamais les yeux. Alors ? Pardonne-moi si je ne suis pas pressé de parler de papier avec toi, aujourd'hui. Elle est restée silencieuse un moment, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose comme de la culpabilité traverser son visage. Ce n'était pas mon intention que ça paraisse ainsi, a-t-elle dit d'une voix plus basse. J'étais nerveuse. Je ne savais pas comment te le dire. Et avec la pression de l'opération. Et tu as décidé qu'un SMS était le meilleur moyen, les jeux interrompus. Dolores, nous sommes ensemble depuis 23 ans. Je mérite mieux que ça. Nous méritons tous les deux mieux que ça. Tu as raison, a-t-elle admis. Et pendant un instant, j'ai pensé que, peut-être après tout, il y avait une partie d'elle qui regrettait sincèrement la façon dont elle avait géré les choses. Mais ça ne change pas ce que je ressens, Augustine. Je me sens prisonnière de ce mariage depuis longtemps. Ce n'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Entendre ces mots m'a fait mal, mais d'une manière différente. Ce n'était plus le choc de la trahison inattendue, mais la confirmation de quelque chose que, au fond, j'avais peut-être aussi ressenti depuis des mois, sans vouloir l'admettre. Très bien, ai-je finalement dit, ressentant un étrange soulagement en prononçant ces mots. Nous parlerons des papiers quand je sortirai d'ici. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. Dolores a hoché la tête. Elle est restée un instant de plus, comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose de différent, quelque chose qui lui donnerait une raison de rester, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, elle s'est retournée et a quitté la chambre, laissant derrière elle un lourd silence qui a mis plusieurs minutes à se dissiper. Je suis désolé, a dit Marilla depuis son lit, une fois certaine que Dolores ne pouvait plus l'entendre. Je n'aurais pas dû écouter, mais la chambre est petitée. Ne vous excusez pas, les jeux interrompus, avec un sourire fatigué. Vous alliez bien finir par découvrir que ma vie est un véritable gâchis en ce moment, de toute façon. Ça n'a pas l'air d'un gâchis, a-t-elle dit, avec un calme que je commençais à trouver réconfortant. On dirait plutôt quelqu'un qui apprend, en un temps record, à fixer des limites. Ce n'est facile pour personne. Ces mots m'ont pris par surprise. Personne ne m'avait dit une chose pareille depuis longtemps, et certainement pas avec la sincérité tranquille que Marilla semblait avoir pour tout. Merci, ai-je répondu sincèrement. J'avais besoin d'entendre ça. Nous avons passé le reste de la matinée dans une conversation plus légère, parlant de choses sans importance, de films, de nourriture, d'endroits que nous aimerions visiter un jour. C'était étrange de voir à quel point il était facile de lui parler, à quel point c'était naturel, comme si nous nous connaissions depuis des années, et non pas depuis un seul jour. L'après-midi, alors qu'une infirmière changeait ma perfusion, j'ai entendu quelqu'un frapper doucement à la porte. C'était un homme d'un certain âge, élégant, vêtu d'un costume qui n'appartenait clairement à personne de l'hôpital. Il est entré d'un pas ferme, mais respectueux. Et, dès que ses yeux se sont posés sur Marilla, son expression tendue s'est transformée en un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Marilla, Dieu merci, vous allez bien ?» a-t-elle dit en s'approchant rapidement de son lit. J'ai appris la nouvelle de l'opération tardivement. Je suis venu dès que j'ai pu. Je vais bien, Démétrio. Vous n'aviez pas besoin de vous presser, a-t-elle répondu, bien que son ton suggéra qu'elle appréciait la visite plus qu'elle ne le laissait paraître. Démétrio, ce nom est resté gravé dans mon esprit. Cet homme, quel qu'il soit,
parlait avec une familiarité et une inquiétude qui n'étaient pas celles d'une simple connaissance. Il a jeté un coup d'œil à mon lit, remarquant ma présence pour la première fois, et m'a adressé un signe de tête courtois, avant de reporter toute son attention sur Marilla. Nous devons parler de certaines questions en suspens, lui a-t-il dit en baissant la voix, bien que pas assez pour que je ne puisse pas entendre des fragments. Le conseil d'administration pose des questions sur vous. Ils ne peuvent plus attendre longtemps pour la décision. Pas maintenant, Demetrio, a répondu Marilla, d'un ton sec, qu'elle n'avait pas du tout utilisé avec moi. Je suis à l'hôpital, je viens d'être opéré. Ce dont le conseil a besoin peut attendre quelques jours de plus. Demetrio semblait vouloir insister, mais quelque chose dans le regard de Marilla l'a fait reconsidérer la chose. Il a hoché la tête, lui a dit au revoir avec un baiser sur le front, et a quitté la chambre, non sans m'avoir lancé un regard scrutateur, comme s'il essayait de comprendre qui j'étais, et ce que je faisais là. Dès qu'il est parti, je me suis tourné vers Marilla, incapable de contenir ma curiosité plus longtemps. Le conseil d'administration, ai-je demandé. Quel conseil? Elle a soupiré. Et pendant un instant, elle a semblé débattre de l'idée de garder le secret, ou de me dire enfin une part de la vérité. Je vous l'ai dit, c'est une longue histoire, a-t-elle répondu avec un sourire fatigué. Mais je pense qu'il est temps que je vous le dise, Augustine. De toutes les personnes possibles, vous avez promis de me demander en mariage si nous survivions. La moindre des choses, c'est de vous dire la vérité sur l'identité de la femme à qui vous avez fait cette promesse. J'ai senti mon cœur s'emballer. Pas par peur cette fois, mais à cause d'une attente que je ne savais pas comment nommer. Quoi que Marilla soit sur le point de me dire, je savais que cela changerait tout ce que je pensais savoir sur elle. Marilla s'est réajustée un peu dans le lit, comme si elle avait besoin de rassembler ses idées avant de parler. Dehors, le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une lumière chaude, qui contrastait avec le sérieux que son visage venait soudainement de prendre. Mon nom complet est Marilla Fontan, a-t-elle commencé, et elle a fait une pause un instant, comme si elle attendait une réaction de ma part. Voyant que ce nom ne me disait rien, elle a poursuivi, je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Fontan. Peut-être que le nom de l'entreprise vous dit quelque chose. J'ai senti quelque chose s'agiter dans ma mémoire. Le groupe Fontan était l'une des plus grandes entreprises du pays, avec des investissements dans la santé, la construction et la technologie. J'avais vu ce nom aux informations, sur des bâtiments, et même sur les uniformes de certains fournisseurs qui passaient sur mon propre lieu de travail. Le groupe Fontan, ai-je répété, presque incapable d'y croire. Ce groupe Fontan? Mais attendez, cet hôpital? Oui, a-t-elle confirmé, anticipant ma question. Cet hôpital appartient à l'une de nos filiales dans le domaine de la santé. C'est pourquoi le docteur Ilana était si surprise de me voir. Il n'est pas courant que la propriétaire de la société, qui gère l'hôpital, se retrouve hospitalisée comme n'importe quel autre patient. Je n'ai pas su quoi dire immédiatement. J'ai regardé autour de moi la chambre simple, les rideaux blancs, la même perfusion qu'il m'avait donnée. Et j'ai essayé de concilier cette image avec l'idée que la femme devant moi contrôlait une fortune, qui dépassait probablement tout ce que je pouvais imaginer. Mais alors, pourquoi êtes-vous ici, dans une chambre partagée, ai-je demandé, sincèrement confus. Je pensais que quelqu'un dans votre position aurait, je ne sais pas, une suite privée, des médecins personnels, tout ça. Marilla a souri, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, ce sourire avait une pointe de tristesse. Parce que je ne voulais pas que qu'on me traite différemment, a-t-elle répondu. Quand vous avez de l'argent, les gens cessent de vous voir comme une personne, et commencent à vous voir comme une opportunité. Tout le monde sourit plus. Tout le monde est plus gentil. Mais vous ne savez jamais si c'est parce qu'ils vous apprécient, ou parce qu'ils veulent quelque chose de vous. J'ai demandé à être enregistré sous un nom différent, dans une chambre normale. Précisément pour éviter tout cela. Seul le personnel médical de plus haut rang savait qui j'étais vraiment. D'où la réaction du docteur Ilana, lorsqu'elle m'a reconnu. J'ai alors compris la scène du premier jour. La surprise contenue d'Ilana, cette question chuchotée qui était restée en suspens dans l'air. Ce n'était pas une simple curiosité médicale. C'était le choc de se retrouver face à face avec la propriétaire de l'institution où elle travaillait, déguisée en patiente ordinaire. Et l'homme qui est venu aujourd'hui, Demetrio, ai-je demandé, me souvenant de la tension dans sa voix lorsqu'il lui parlait. Il est mon assistant de direction depuis 15 ans, a expliqué Marilla.
C'est aussi l'une des rares personnes en qui j'ai une confiance totale. Il est chargé de gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise quand je ne le peux pas. Et en ce moment, il y a une décision importante en attente, que le conseil d'administration a besoin que j'approuve. Quel genre de décision, ai-je demandé, bien que j'ai immédiatement senti que je m'aventurais peut-être sur un terrain qui n'était pas le mien. Désolé, vous n'êtes pas obligé de répondre, si vous ne le souhaitez pas. C'est d'accord, a-t-elle dit, en balayant l'objection d'un geste de la main. Après tout ce dont nous avons parlé ces jours-ci, je pense que vous avez gagné le droit de poser des questions. Nous sommes sur le point de conclure l'acquisition d'une chaîne de cliniques plus petite. Quelque chose que nous négocions depuis des mois. C'est une opération de plusieurs millions d'euros, et le conseil veut ma signature finale, avant la fin de la semaine. Je suis resté silencieux, assimilant l'ampleur de ce que j'entendais. À peine 2 jours plus tôt, ma plus grande préoccupation était de survivre à une opération, et de digérer le message de divorce de Dolores. Et maintenant, je partageais une chambre avec une femme qui gérait des décisions, capable de déplacer des millions d'euros d'une seule signature. Vous devez penser que je suis une personne complètement différente, maintenant que vous savez tout ça, a dit Marilla, interrompant mes pensées avec un ton qui semblait presque vulnérable. Les gens changent, quand ils découvrent combien d'argent j'ai. Ils commencent à me traiter différemment, pesant chaque mot, calculant ce qu'ils peuvent obtenir de moi. Non, ai-je répondu presque immédiatement, me surprenant moi-même par la certitude avec laquelle je l'ai dit. Vous êtes toujours la même femme avec qui j'ai parlé de films et de nourriture hier après-midi. La même qui m'a dit que j'apprenais à fixer des limites en un temps record. Ça ne change pas, juste parce que je connais maintenant le nom de votre entreprise. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Merci d'avoir dit ça, a-t-elle murmuré. Vous ne savez pas à quel point j'avais besoin de l'entendre. Nous sommes restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. La chambre semblait différente maintenant, chargée d'une étrange intimité entre deux personnes qui ne se connaissaient que depuis 2 jours, mais qui avaient déjà partagé plus de sincérité que je n'en avais partagé avec Dolores, au cours des derniers mois. Je peux vous demander autre chose, ai-je dit, brisant le silence. Pourquoi avez-vous accepté la blague? Celle de la demande en mariage? Vous auriez pu m'ignorer, ou en rire, mais vous avez accepté juste comme ça. Marilla est restée pensive un moment, avant de répondre. Parce que ça faisait longtemps que personne ne m'avait traité comme une personne normale, a-t-elle finalement dit. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'aviez aucune idée de mon nom de famille, de mon entreprise, de rien. Vous avez juste vu une femme effrayée sur le brancard à côté de vous. Et vous avez fait une blague pour détendre l'atmosphère. C'était la chose la plus authentique que quelqu'un ait faite pour moi depuis longtemps. Et aussi étrange que cela puisse paraître, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose d'authentique, juste à ce moment-là. J'ai senti quelque chose s'ajuster dans ma poitrine. Une chaleur inattendue au milieu de tout le chaos de ces derniers jours. Eh bien, alors je suppose que la promesse tient toujours, ai-je dit, mi-plaisantant, mi-sérieux. Bien que, maintenant que je sais que vous êtes complètement hors de ma ligue, je devrais peut-être revoir mes attentes. Elle a ri, un rire sincère qui a illuminé son visage fatigué. Ne soyez pas idiot, Augustine. L'argent ne définit pas qui je suis. Il ne définit pas non plus ce que j'apprécie chez une personne. Et en ce moment, ce que j'apprécie le plus, c'est quelqu'un qui me parle sans calculer chaque mot. La conversation a été interrompue par le bruit de mon téléphone, qui vibrait sur la petite table. Je l'ai pris, m'attendant à un autre message de Dolores, mais c'était plutôt un email de mon travail, me notifiant qu'en raison de mon absence prolongée pour raison de santé, il reconsidérait mon poste au sein de l'entreprise. J'ai senti mon estomac se nouer à nouveau. Une autre mauvaise nouvelle s'ajoutait à la liste apparemment sans fin. Tout va bien, a demandé Marilla, remarquant le changement dans mon expression. Pas exactement, ai-je répondu, en lui montrant l'email. Il semblerait qu'en plus de perdre ma femme, je pourrais maintenant perdre mon travail, aussi. Quelle semaine fantastique je passe. Marilla a lu l'email attentivement, et son expression est devenue sérieuse, presque calculatrice, comme si elle traitait l'information d'une manière complètement différente de la mienne. Pour quelle entreprise travaillez-vous exactement, Augustine, a-t-elle demandé d'un ton qui semblait soudain beaucoup plus professionnel que personnel. Je lui ai dit le nom de l'entreprise, sans vraiment comprendre pourquoi elle posait la question avec un tel intérêt.
Elle a hoché la tête lentement, et une ombre de détermination a traversé son visage. Intéressant, a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. Très intéressant. Pourquoi dites-vous ça, ai-je demandé, intrigué par ce changement soudain d'attitude. Disons simplement que ce n'est pas la première fois que j'entends des commentaires sur la façon dont cette entreprise traite ses employés, lorsqu'ils ne lui sont plus utiles, a-t-elle répondu, sans donner plus de détails pour le moment. Laissez-moi faire quelques recherches avant d'en dire plus. Je n'aime pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. Je ne savais pas à ce moment-là ce qu'elle voulait dire exactement, mais quelque chose dans ses yeux, ce mélange de détermination et de chaleur, m'a dit que cette simple coïncidence entre mon travail et son soudain intérêt était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand que je ne l'imaginais. Les jours suivants se sont écoulés entre des examens de routine, des visites de médecins, et des conversations de plus en plus longues avec Marilla. Ma convalescence progressait bien, selon les médecins. Et, bien que je ressentisse encore une certaine faiblesse, je pouvais déjà marcher dans le couloir sans aide. Mais, alors que mon corps guérissait, ma vie en dehors de l'hôpital semblait s'effondrer pièce par pièce. J'ai reçu un appel de Bautista, un collègue de travail dont j'étais assez proche depuis des années. Sa voix semblait tendue dès le premier instant. « Augustine, je dois te dire quelque chose, et je ne sais pas comment tu vas le prendre », a-t-il commencé sans tourner autour du pot. « Dis-moi, Bautista. Après cette semaine, je crois que je peux tout supporter. » Il parle de restructuration dans l'entreprise. Des réductions de personnel, et ton nom est apparu lors de la réunion d'hier, ainsi que celui de 2 autres employés qui ont également été absents pour des raisons de santé. J'ai senti l'air quitter lentement mes poumons. Il me renvoie parce que je suis malade, ai-je demandé, bien que je connusse déjà la réponse avant même de terminer ma question. Il ne le formule pas comme ça. Évidemment, il parle de réorganisation des fonctions et d'optimisation des ressources, mais nous savons tous ce que cela signifie vraiment. J'ai remercié Bautista de m'avoir prévenu, et j'ai raccroché, sentant la colère et l'impuissance se mélanger en un nœud serré. 23 ans à construire une vie, et en l'espace d'une semaine, j'étais sur le point de perdre ma femme, ma stabilité, et apparemment mon travail, aussi. Marilla, qui avait entendu une partie de la conversation depuis son lit, m'a regardé avec une expression sérieuse. « Restructuration » a-t-elle demandé. Oui, il semblerait que mon absence pour l'opération ait été l'occasion parfaite pour eux, de m'inclure sur la liste des licenciements, ai-je répondu avec un rire amer. 23 ans dans cette entreprise, et c'est comme ça qu'ils me remercient. C'est illégal, Augustine. Ils ne peuvent pas vous renvoyer parce que vous êtes en congé maladie, surtout si l'absence est justifiée par des documents de l'hôpital. Je sais, mais je sais comment ils fonctionnent. Ils trouveront une excuse qui semble légale, un détail technique, et le temps que je veuille me battre, ils auront déjà monté tout un dossier contre moi. Marilla est restée pensive un moment, avec ce regard calculateur que je commençais à reconnaître chez elle. Donnez-moi à nouveau le nom complet de l'entreprise, ainsi que le nom de votre supérieur direct, a-t-elle demandé, en prenant son téléphone. Je les lui ai donnés, ne comprenant toujours pas très bien ce qu'elle avait l'intention de faire. Je l'ai vu taper quelque chose, passer un bref appel à voix basse, et après quelques minutes, raccrocher avec une expression satisfaite. « Qu'avez-vous fait » ai-je demandé, sincèrement intrigué. Disons que j'ai passé un appel à quelqu'un qui connaît bien cette entreprise, a-t-elle répondu, sans donner trop de détails. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, Augustine. Concentrez-vous sur votre rétablissement. Je m'occupe du reste. Je voulais l'insister, mais quelque chose dans son ton m'a indiqué qu'elle n'allait pas partager plus d'informations pour le moment. Et au fond, après tout ce que j'avais traversé cette semaine, j'ai décidé de lui faire confiance. Cet après-midi-là, Dolores s'est de nouveau présentée dans la chambre, cette fois accompagnée d'un dossier rempli de documents. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit sans demander, avec cette attitude pratique qu'elle avait lorsqu'elle voulait résoudre quelque chose rapidement. « J'ai apporté les papiers préliminaires du divorce », a-t-elle dit, en me tendant le dossier. « Mon avocat dit que si nous signons rapidement, nous pourrons éviter des complications inutiles. » Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas ouvert immédiatement. Je l'ai regardé, essayant de trouver sur son visage une trace de la femme avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie, et je n'ai trouvé qu'une expression distante, presque professionnelle. « Quelle complication, Dolores » ai-je demandé, d'un ton plus calme que ce que je ressentais à l'intérieur. « Eh bien, la maison, les comptes joints, certains biens que nous avons accumulés au fil des ans,
a-t-elle répondu, évitant mon regard. Mon avocat suggère de tout diviser à parts égales, mais rapidement, avant que les procédures légales ne se compliquent. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit m'a rendu méfiant. J'ai ouvert le dossier, et j'ai commencé à examiner les documents avec plus d'attention que prévu, et là, au milieu des clauses légales et du langage technique, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Dolores, ce document dit que je renonce à mes droits sur le compte d'investissement que nous avons ouvert il y a 8 ans, ai-je dit, en pointant le paragraphe spécifique. Ce compte contient près de 150 000 euros. Pourquoi la proposition indique-t-elle que la totalité te revient? Elle s'est agitée, mal à l'aise, sur son siège. Ce n'est qu'une proposition initiale, Augustine. Tout est négociable. Ça n'a pas l'air très négociable, si tu arrives déjà avec les papiers rédigés de cette façon, ai-je répondu, sentant la méfiance grandir en moi. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit. Mais sa voix a légèrement tremblé, juste assez pour que, après 23 ans à la connaître, je remarque qu'elle mentait. Dolores, ai-je insisté plus fermement. Regarde-moi dans les yeux, et dis-moi que ça n'a rien à voir avec une autre personne, parce que cette précipitation soudaine, ces papiers déjà rédigés. Ce compte que tu veux soudainement garder pour toi seul. Rien de tout cela ne ressemble à quelqu'un qui n'est simplement plus heureuse dans son mariage. Elle est restée silencieuse un long moment, jouant avec le bord du dossier entre ses doigts, n'osant pas croiser mon regard. J'ai besoin de cet argent, Augustine, a-t-elle finalement dit, presque dans un murmure. J'ai des engagements que je ne peux pas t'expliquer pour le moment. S'il te plaît, signe simplement les papiers, et rendons cela aussi indolore que possible pour nous deux. Des engagements, ai-je répété, sentant que chacun de ces mots ouvrait une nouvelle fissure, dans l'image que j'avais de notre mariage. Dolores, nous sommes ensemble depuis 23 ans, et soudainement, tu parles d'engagements que tu ne peux pas m'expliquer. Que se passe-t-il vraiment? Elle s'est levée brusquement, rangeant le dossier avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Ce n'est pas le moment pour ça, Augustine. Tu viens d'être opérée. Je ne veux pas te contrarier, a-t-elle dit, bien que l'excuse sonna aussi creux que le reste. Réfléchis au papier. Nous en reparlerons quand tu sortiras de l'hôpital. Elle est presque sortie en courant de la chambre, me laissant avec plus de questions que de réponses, et avec le sentiment grandissant que, derrière ce divorce précipité, se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre qu'un simple manque d'amour. Marilla, qui avait assisté à toute la scène en silence, a attendu que la porte se ferme complètement avant de parler. Augustine, a-t-elle dit, avec un sérieux que je n'avais pas entendu chez elle auparavant. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais cette réaction, cette précipitation, ces engagements mystérieux. J'ai déjà vu ce schéma, et ça finit rarement par être quelque chose d'innocent. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé, le cœur battant. Donnez-moi quelques jours, a-t-elle répondu, en prenant son téléphone avec une expression déterminée. J'ai des gens qui peuvent découvrir exactement ce qui se passe avec Dolores. Et quelque chose me dit que ce que nous allons trouver changera complètement la façon dont vous voyez tout ce divorce. 3 jours se sont écoulés avant que Marilla ne reparle de l'enquête sur Dolores. Pendant ce temps, mon rétablissement continuait de progresser, et les médecins ont commencé à parler de ma possible sortie d'ici la fin de la semaine. J'aurais dû me sentir soulagé à l'idée de rentrer chez moi. Mais, au lieu de cela, je ressentais un étrange mélange d'anxiété et d'incertitude. Rentrer chez moi signifiait affronter une maison vide, sans Dolores, sans la routine qui avait défini ma vie pendant plus de 2 décennies. Un après-midi, alors que je terminais mon déjeuner à l'hôpital, Demetrio est réapparu, cette fois avec une expression beaucoup plus sérieuse que lors de sa première visite. Il portait avec lui un fin dossier, le genre que l'on reconnaît immédiatement comme porteur de mauvaises nouvelles. « Marilla, nous avons les informations que vous avez demandées », a-t-il dit sans même me saluer d'abord, en s'asseyant sur une chaise à côté de son lit. « Pouvez-vous parler devant Augustine » a répondu Marilla, en se redressant un peu. « Cela l'implique directement. » Demetrio a hoché la tête, bien que j'ai remarqué une certaine réticence dans son regard, comme s'il n'était pas tout à fait à l'aise de partager des informations aussi sensibles devant un inconnu. Peu importe ce que disait Marilla. « Très bien », a-t-il finalement dit, en ouvrant le dossier. Nous avons engagé un détective privé pour examiner la situation financière de Dolores au cours des derniers mois. Ce que nous avons trouvé est inquiétant. J'ai senti mon pouce accélérer. Je me suis redressé dans le lit, lui accordant toute mon attention.
Dolores a retiré de l'argent de plusieurs comptes de manière constante, au cours des 8 derniers mois, a poursuivi Demetrio, en consultant ses notes. De petits montants au début, mais qui ont progressivement augmenté. Au total, nous parlons d'environ 60 000 €, qui n'apparaissent enregistrés comme aucune dépense familiale reconnaissable. 60 000, ai-je répété, sentant le monde basculer sous mes pieds. C'est impossible. J'aurais remarqué une telle chose sur les comptes. Pas si elle s'est assurée que vous ne le remarquiez pas, est intervenue Marilla, la voix calme mais ferme. Demetrio, parlez-lui du compte séparé. C'est exact, a-t-il confirmé. Il y a environ un an, Dolores a ouvert un compte bancaire exclusivement à son nom, dans une banque différente de celle que vous utilisez habituellement. Tout l'argent retiré des comptes joints a fini par y être déposé, par de petits transferts qui, individuellement, n'éveillaient pas les soupçons. Mais qui, ensemble, s'élèvent à une somme considérable. J'ai senti la pièce commencer à tourner. Pas sous l'effet d'un médicament, mais à cause de l'ampleur de ce que j'entendais. 23 ans de mariage. Et il s'avérait que depuis un an, alors que je croyais aveuglément que nous partagions tout, Dolores construisait secrètement une vie financière complètement séparée de la mienne. Mais ce n'est pas tout, a ajouté Demetrio, avec un ton qui suggérait que le pire était à venir. Nous avons trouvé des preuves que ce compte a également reçu des transferts réguliers d'une autre personne, un homme nommé Jeremia Ocampo. Ce nom ne signifiait absolument rien pour moi, et je le lui ai fait savoir. Je n'ai aucune idée de qui est cette personne, ai-je dit, la voix à peine audible. Je ne l'ai jamais entendu mentionner. Il s'agit d'un entrepreneur local, propriétaire d'une entreprise de construction de taille moyenne, a expliqué Demetrio. D'après les registres publics que nous avons pu consulter, il traverse de graves difficultés financières depuis 2 ans, des dettes importantes, quelques projets avortés, et pourtant, il semble transférer régulièrement de l'argent sur le compte secret de votre femme. J'ai regardé Marilla, cherchant une explication qui donnerait un sens à tout cela. Mais son expression sérieuse a confirmé qu'il n'y avait pas de version moins douloureuse de cette histoire. Êtes-vous en train de dire que Dolores a une relation avec cet homme, ai-je demandé, bien que la réponse me parût de plus en plus évidente. C'est la conclusion la plus probable, a répondu Marilla prudemment, comme si elle choisissait chaque mot, pour ne pas me blesser plus que nécessaire. Mais il y a autre chose, Augustine, et c'est ce qui m'inquiète vraiment. Le schéma de ces transferts, la façon dont ils sont structurés, ne ressemble pas seulement à de l'argent provenant d'une liaison. Cela ressemble plutôt à une tentative de siphonner les fonds d'une entreprise en difficulté. En utilisant le compte de Dolores comme refuge, avant que les créanciers de Jeremia ne puissent les réclamer. Demetrio a hoché la tête, confirmant la théorie de Marilla. Exactement. Et si c'est vrai, cela signifie que Dolores n'a pas seulement une relation avec cet homme, elle pourrait l'aider activement à dissimuler des actifs en cas de faillite potentielle, en utilisant l'argent qui appartient en partie à Augustine, étant donné qu'il provient de comptes joints. J'ai ressenti une fureur que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, mêlée à une profonde tristesse qui menaçait de me noyer. Ce n'était pas seulement la trahison émotionnelle, le fait que Dolores ait trouvé quelqu'un d'autre. C'était la froideur calculée avec laquelle elle avait tout planifié, utilisant notre mariage, nos comptes communs, la confiance bâtie sur 23 ans, comme des outils pour protéger un autre homme de ses propres erreurs financières. Le papier de divorce qu'elle m'a apporté, ai-je dit, reliant lentement les points. C'est pour ça qu'elle voulait que je renonce au compte d'investissement. Ce n'est pas qu'elle avait besoin de l'argent pour elle-même. Elle en a besoin pour lui. C'est très probable, a confirmé Marilla. 150 000 € de plus donnerait à Jeremia un coussin considérable, pour réorganiser ses dettes, ou même pour essayer de sauver son entreprise de construction. Je suis resté silencieux un long moment, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison. Ce n'était pas seulement le fait que Dolores ne m'aimait plus, ça, avec le temps, j'aurais peut-être pu l'accepter, comme une partie naturelle de la vie, des gens qui changent et grandissent dans des directions différentes. Mais ça, c'était différent. C'était un plan calculé, exécuté avec froideur, qui m'aurait laissé non seulement sans femme, mais aussi sans une bonne partie des biens que j'avais travaillé dur pour construire, tout au long de ma vie. Que puis-je faire, ai-je finalement demandé, sentant ma voix sortir plus faible que je ne l'aurais voulu. Légalement, vous avez plusieurs options, a répondu Marilla. Et à ce moment-là, son ton a changé, devenant plus ferme, plus décisif, comme si elle avait attendu précisément ce moment pour agir. Tout d'abord, mon équipe juridique peut vous aider à documenter formellement tous ces transferts,
comme preuve de dissipation des biens matrimoniaux. Cela changerait complètement les termes de tout accord de divorce. Et vous donnerait probablement droit à une compensation bien plus importante que ce que Dolores est prête à offrir. Votre équipe juridique, ai-je demandé, surpris. Augustine, je dirige une entreprise de plus de 20 000 employés. J'ai un département juridique complet à ma disposition. Et croyez-moi, après tout ce qui s'est passé cette semaine, je ne vais pas laisser un homme de bien, qui m'a fait une blague sincère au pire moment de sa vie, se retrouver sans rien à cause d'une trahison aussi calculée. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un mélange de gratitude et de soulagement que je ne m'attendais pas à ressentir, au milieu de tant de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas comment vous remercier pour ça, Marilla. Vous n'avez pas encore à me remercier pour quoi que ce soit, a-t-elle répondu avec un sourire fatigué. Il reste encore beaucoup à régler, mais je vous promets une chose, Augustine. Quiconque essaiera de profiter de votre vulnérabilité, que ce soit Dolores ou cette entreprise qui veut vous licencier injustement, devra d'abord m'affronter. Demetrio a fermé son dossier et s'est levé. Je vais me coordonner avec l'équipe juridique pour commencer à préparer la documentation, a-t-il dit. Augustine, nous aurons probablement besoin que vous nous autorisiez formellement à agir en votre nom dans certaines de ces procédures, mais nous pourrons régler cela calmement, dans les prochains jours. J'ai hoché la tête, traitant encore toutes ces informations, me sentant comme si ma vie entière était devenue un échiquier, où des pièces dont j'ignorais l'existence se déplaçaient autour de moi. Mais, pour la première fois depuis que j'avais reçu ce message glacial de Dolores, j'ai senti que je n'étais pas complètement seul pour affronter tout cela. Cette nuit-là, après le départ de Demetrio, et une fois que l'hôpital a retrouvé son silence habituel, Marilla et moi sommes restés éveillés tard à discuter, non plus d'affaires ou de trahison, mais de choses plus simples. Mes années de travail, ces premiers pas à la tête de l'entreprise familiale, les sacrifices que nous avions tous deux faits, pour des personnes qui n'en valaient peut-être pas la peine du tout. Vous savez ce qui est drôle dans tout ça, lui ai-je dit, la chambre étant déjà presque dans l'obscurité. Il y a une semaine, je pensais que ma vie s'effondrait complètement. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Mais j'ai aussi l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un est vraiment de mon côté. Marilla m'a regardé dans le noir, avec une expression douce qui contrastait avec la fermeté dont elle avait fait preuve, quelques heures plus tôt devant Demetrio. Je ressens la même chose, Augustine, a-t-elle répondu. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau quelque chose comme ça. Après tout ce que j'ai traversé, entouré de gens qui ne voyaient en moi qu'une opportunité commerciale. Nous sommes restés silencieux, écoutant le murmure lointain de l'hôpital, sentant qu'en une seule semaine, quelque chose de bien plus solide s'était construit entre nous, que 23 ans de mariage avec Dolores. Le jour de ma sortie d'hôpital est arrivé, enveloppé d'une attention que je n'avais pas anticipée. Le docteur Ilana est passé tôt le matin, a examiné mes derniers examens, et a confirmé que je pouvais rentrer chez moi l'après-midi même, avec des instructions de repos relatifs et des contrôles périodiques au cours des prochaines semaines. Cet endroit va vous manquer, a plaisanté Marilla depuis son lit, car elle allait également sortir le même jour. Bien que, je suppose que les lits d'hôpital ne sont pas exactement le meilleur souvenir qu'on veuille garder. La compagnie me manquera, ai-je répondu honnêtement. Pas tant l'endroit lui-même. Nous finissions de rassembler nos affaires, quand Demetrio est arrivé avec une nouvelle, qui allait changer le cours de tout ce dont nous avions discuté jusqu'à présent. Nous avons un problème, a-t-il dit sans préambule, montrant son téléphone avec une expression grave. Jérémia Ocampo a déposé le bilan de son entreprise de construction hier. Et voici la partie délicate. Dans les documents légaux, il mentionne des transferts récents à des tiers, comme faisant partie d'une stratégie pour protéger le patrimoine familial, avant la déclaration formelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ai-je demandé, sentant mon estomac se crisper à nouveau. Ça veut dire qu'un juge des faillites pourrait enquêter sur ces transferts, à tout moment, a expliqué Marilla, prenant le téléphone de Demetrio pour lire les détails de plus près. Et s'il découvre le lien avec Dolores, avec vos comptes joints, avec l'argent qui provenait à l'origine de votre patrimoine matrimonial, Augustine, ça pourrait devenir beaucoup plus compliqué que nous le pensions. Compliqué? Comment, ai-je insisté, ne comprenant pas pleinement les implications légales. Les créanciers de Jérémia pourraient faire valoir que l'argent transféré à Dolores fait, en réalité, toujours partie des actifs de l'entreprise de construction, déguisé en transfert personnel pour éviter qu'il ne soit saisi, a répondu Demetrio. Si cela se produit, Dolores pourrait être directement impliquée dans la procédure de faillite,
et par extension, tout bien que vous partagez, pourrait être temporairement gelé jusqu'à ce que l'enquête soit résolue. J'ai senti ma tête tourner. Je venais à peine d'assimiler la trahison de Dolores, je commençais tout juste à imaginer un avenir différent. Et voilà que s'ajoutait la possibilité que mes biens, fruits de plus de 2 décennies de travail, soient piégés dans un imbroglio juridique qui n'avait rien à voir avec moi, généré par les mauvaises décisions d'un homme que je ne connaissais même pas. Il faut que je parle à Dolores, ai-je finalement dit, ressentant une détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des jours. J'ai besoin qu'elle me dise la vérité, toute la vérité, avant que ça n'explose et ne m'entraîne avec elle. Marilla m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de respect. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça maintenant? Nous pourrions laisser nos avocats gérer la communication, éviter le coût émotionnel d'une confrontation directe. Non, ai-je répondu fermement. J'ai passé toute ma vie à éviter les confrontations, à ravaler des choses pour maintenir la paix. Cette fois, j'ai besoin d'entendre la vérité de sa propre bouche, en la regardant dans les yeux. Je le dois à ces 23 années, ne serait-ce que pour clore ce chapitre de la bonne manière. J'ai appelé Dolores le même après-midi, après m'être réinstallé dans la maison que nous avions partagée pendant si longtemps. La maison semblait étrange, silencieuse, remplie d'objets qui semblaient désormais appartenir à une vie, que je ne reconnaissais plus comme la mienne. Elle est arrivée 1 heure plus tard, avec une expression prudente, comme quelqu'un qui entre en territoire qu'il sait hostile. « Tu voulais parler ?» a-t-elle dit, en restant debout près de la porte, n'osant pas s'asseoir. « Assois-toi, Dolores. » « Ça va prendre un certain temps, ai-je répondu, avec un calme qui m'a surpris moi-même. Elle a hésité, mais s'est finalement assise sur le fauteuil en face du mien. Le même où nous avions regardé tant de films ensemble, où nous avions discuté de vacances, de retraite, de tous ces projets qui semblent maintenant appartenir à une autre vie. Je sais pour le compte secret, ai-je dit directement, sans tourner autour du pot. Je sais pour Jérémia. Je sais pour les transferts, les 60 000 €, tout. Le visage de Dolores a blêmi presque instantanément. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti au début. Comment a-t-elle finalement réussi à articuler? Ça n'a pas d'importance maintenant, ai-je répondu. Ce qui compte, c'est que tu me dises la vérité. Toute la vérité, Dolores. Depuis combien de temps as-tu une relation avec lui? Elle a baissé les yeux, et pour la première fois de toute la conversation, elle a laissé tomber le masque de froideur qu'elle avait maintenu, depuis le message qu'elle m'avait envoyé avant l'opération. Presque 2 ans, a-t-elle admis d'une voix brisée. Je l'ai rencontré lors d'un salon professionnel où j'étais bénévole. Au début, nous étions juste amis, quelqu'un à qui parler d'autre chose que de la routine habituelle. Mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus. Et l'argent, ai-je demandé, bien que je connusse déjà une bonne partie de la réponse. Son entreprise de construction a commencé à avoir des problèmes, il y a un peu plus d'1 an, a-t-elle poursuivi, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il a perdu 2 contrats importants. Il avait des dettes avec des fournisseurs, avec la banque. Il m'a demandé de l'aide, et je n'ai pas pu dire non. J'ai commencé à retirer de petits montants, en pensant que ce serait temporaire, que je pourrais les remettre avant que tu ne t'en rendes compte. Mais tu ne l'as jamais remis, ai-je dit, sentant la colère monter à nouveau, bien que cette fois plus contrôlée, plus froide. Et quand la situation est devenue encore plus compliquée, tu as décidé que la solution était de me demander le divorce, juste avant une opération où j'aurais pu mourir, pour t'assurer d'obtenir le reste de l'argent, avant que je ne puisse poser de questions. Dolores n'a pas répondu immédiatement, et ce silence a été une confirmation suffisante. Ce n'était pas exactement comme ça, a-t-elle finalement dit, bien que sa voix manqua de conviction pour me faire changer d'avis. J'ai vraiment été malheureuse dans ce mariage, Augustine. Ce n'est pas un mensonge. Mais j'admets que l'urgence du divorce, le moment où j'ai décidé de te le dire, était lié au fait que Jérémia avait besoin de l'argent du compte d'investissement, avant que la faillite ne soit rendue publique. Tu allais me laisser sans rien, ai-je dit avec une lucidité qui m'a surpris. Tu allais utiliser ma mort possible et mon opération comme l'opportunité parfaite pour assurer ta sortie, et par la même occasion, sauver ton amant de ses propres mauvaises décisions financières, en utilisant l'argent qui m'appartenait aussi. Elle a finalement fondu en larmes, se cachant le visage dans ses mains. Je suis désolé, Augustine. Vraiment, je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions en la voyant pleurer devant moi. Une partie de moi,
celle qui avait aimé cette femme pendant 23 ans, éprouvait de la compassion pour sa douleur évidente. Mais une autre partie, celle qui, quelques jours auparavant seulement, était sur le point de perdre non seulement son mariage, mais aussi sa stabilité financière à cause de cette même femme, restait ferme, insensible aux larmes. « J'ai besoin que tu saches quelque chose, Dolores, » ai-je dit en me levant, sentant que chaque mot que je prononçais m'éloignait définitivement de la personne passive que j'avais été pendant si longtemps. « Je ne vais pas signer ces papiers tels que tu les as rédigés. Je vais engager mes propres avocats. Je vais documenter chaque transfert que tu as fait depuis nos comptes joints. Et je vais m'assurer que la loi détermine exactement ce à quoi tu as droit et ce à quoi tu n'as pas droit, sans faveur. Sans culpabilité, et sans la précipitation que tu as essayé de m'imposer. Augustine, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Plus difficile, ai-je répété, presque incapable de croire ces mots. Dolores, tu as pris la décision de trahir notre mariage il y a 2 ans. Tu as pris la décision de voler sur nos comptes joints pour financer un autre homme. Tu as pris la décision d'annoncer notre divorce par SMS. Quelques minutes avant une intervention chirurgicale à haut risque. Je n'ai rien rendu difficile. Tu l'as fait à chaque étape. Elle s'est tue, n'ayant plus rien à ajouter, sachant peut-être que tout mot supplémentaire ne ferait qu'aggraver une situation, qu'elle avait elle-même construite, à chaque décision prise au cours des 2 dernières années. Dolores, ai-je finalement dit, avec un calme et non pas de l'indifférence, mais d'une force nouvelle, que je commençais tout juste à reconnaître en moi. Mes avocats contacteront les tiens. Cela ne se réglera plus entre nous deux, assis sur ce canapé, à essayer de trouver des mots doux pour une trahison qui n'en mérite aucun. Elle s'est levée, essuyant ses larmes avec le revers de sa main. Et pendant un instant, il a semblé qu'elle allait ajouter quelque chose. Mais finalement, sans rien dire, elle s'est dirigée vers la porte et est partie, me laissant seul dans cette maison qui ne ressemblait plus à un foyer, mais au théâtre d'une vie qui était sur le point de s'achever, pour laisser place à quelque chose de complètement différent. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marilla, sentant que j'avais besoin d'entendre sa voix après tout ce que je venais de traverser. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé dès qu'elle a décroché. Je lui ai dit la vérité, ou plutôt, je l'ai forcé à me dire la vérité, ai-je répondu, sentant un poids étrange quitter ma poitrine. Et je lui ai dit que je n'allais rien signer sans me battre d'abord pour ce qui m'appartient. C'est exactement ce que vous deviez faire, Augustine, a-t-elle dit avec une chaleur sincère dans la voix. Je suis fier de vous. J'ai senti que ces mots signifiaient plus que je ne l'aurais imaginé, il y a à peine une semaine, quand je pensais que ma vie se résumait à survivre à une opération, et à accepter l'abandon de la femme avec qui j'avais construit 2 décennies d'histoire. Les semaines suivantes se sont écoulées à un rythme que je n'aurais jamais imaginé, 1 mois auparavant. Pendant que l'équipe juridique de Marilla s'efforçait de documenter chaque mouvement financier de Dolores, j'essayais de reconstruire une routine qui n'incluait plus la femme, avec qui j'avais partagé près de la moitié de ma vie. Mais je n'étais pas seul dans ce processus. Et c'était peut-être la plus grande différence entre l'Augustine qui était entrée à l'hôpital il y a quelques semaines, et celui qui affrontait maintenant chaque jour avec une nouvelle clarté. Un matin, alors que je vérifiais mes emails à la table de la cuisine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'avocate principale de l'équipe juridique de Marilla, une femme à la voix ferme et directe nommée Eugenia. « Monsieur Augustine, j'ai des nouvelles importantes concernant votre situation professionnelle, a-t-elle dit, sans tourner autour du pot. Nous avons formellement contacté votre entreprise, en présentant des preuves que votre licenciement éventuel violerait les lois protégeant les employés en congé de maladie justifié. Nous avons également précisé que nous étions prêts à porter l'affaire devant les tribunaux, si nécessaire. Et qu'ont-ils dit, ai-je demandé, le cœur battant. Votre superviseur direct, un certain Pedro Villanueva, est complètement revenu sur sa décision de vous inclure sur la liste des licenciements, a répondu Eugenia. En fait, l'entreprise a publié une lettre officielle garantissant votre poste, ainsi qu'une compensation supplémentaire pour ce qu'ils ont appelé un malentendu administratif. J'ai senti une vague de soulagement envahir tout mon corps. Après tant de mauvaises nouvelles d'affilée, enfin quelque chose se résolvait en ma faveur. Je ne sais pas comment vous remercier pour cela, ai-je dit, sentant ma voix se briser légèrement. Ne nous remerciez pas, monsieur Augustine. Remerciez-la, elle. C'est elle qui a insisté pour que nous donnions la priorité à votre dossier, même au-dessus d'autres questions d'entreprise qui étaient techniquement plus urgentes pour la société. J'ai raccroché avec un sentiment de gratitude que je ne savais pas comment gérer. En l'espace de quelques semaines,
cette femme que j'avais rencontrée par hasard sur un brancard d'hôpital était devenue la personne qui avait le plus fait pour moi, plus encore que la femme avec qui j'avais partagé 23 ans de mariage. Le même après-midi, j'ai décidé de rendre visite à Marilla au siège du groupe Fontan, un imposant bâtiment de verre qui dominait une bonne partie de la ligne d'horizon de la ville. Je n'y étais jamais allé, et la simple idée d'entrer dans ce monde si différent du mien m'angoissait un peu. La réceptionniste m'a annoncé, quelques minutes plus tard, Demetrio est descendu personnellement me chercher, me conduisant à travers de larges couloirs jusqu'au bureau de Marilla, situé à l'un des étages les plus élevés, avec une vue panoramique à couper le souffle. Augustine, quelle surprise, a-t-elle dit en se levant de son bureau avec un sourire sincère en me voyant entrer. Je ne m'attendais pas à de la visite aujourd'hui. Je suis venu te remercier personnellement, ai-je répondu, sentant que les mots n'étaient pas à la hauteur de tout ce qu'elle avait fait pour moi, l'histoire de mon travail, l'affaire juridique contre Dolores, tout. Je n'ai aucune idée de la façon dont j'aurais affronté cela seul. Elle a contourné le bureau et s'est approchée, avec une expression douce qui contrastait avec la formalité de l'environnement d'entreprise qui nous entourait. Tu n'as pas à me remercier, Augustine. Je te l'ai dit à l'hôpital, quiconque essaiera de profiter de ta vulnérabilité devra d'abord m'affronter. Et je le pensais vraiment. Nous sommes restés silencieux un moment. Le genre de silence rempli de mots non dits que nous sentions tous deux flotter dans l'air depuis des semaines. Finalement, c'est moi qui ai osé le briser. Marilla, je sais que nous avons commencé cela comme une blague, une promesse absurde faite par deux personnes effrayées avant d'entrer en salle d'opération, mais au cours des dernières semaines, tout ce que nous avons traversé ensemble, tout ce que tu as fait pour moi, est devenu quelque chose que je ne peux plus expliquer comme de la simple gratitude. Elle m'a regardé attentivement, sans m'interrompre, attendant que je continue. Ce que je ressens pour toi n'a plus rien à voir avec cette blague à l'hôpital, ai-je continué, sentant mon cœur battre la chamade. C'est réel, Marilla. Et je comprends parfaitement si tu ne ressens pas la même chose. Si c'est trop précipité compte tenu de tout ce qui s'est passé. Mais j'avais besoin de te le dire. Marilla est restée silencieuse pendant quelques secondes, qui m'ont paru être une éternité. Et puis, avec un sourire qui a complètement illuminé son visage, elle a répondu, je ressens exactement la même chose depuis des semaines, Augustine. Je ne savais simplement pas comment te le dire, sans donner l'impression de profiter d'un homme qui sortait tout juste d'un divorce douloureux. J'ai senti le poids de ces mots me remplir d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous étions sur le point d'ajouter quelque chose, quand le téléphone de Marilla a sonné avec insistance sur son bureau. Elle s'est excusée et a décroché. En quelques secondes, son expression est passée de la chaleur que nous venions de partager à un sérieux absolu, lorsqu'elle a demandé d'une voix tendue, « Très bien, préviens-moi dès que tu auras plus d'informations. » Elle a raccroché et m'a regardé, avec une expression que je n'ai pas pu interpréter au début. C'était Eugenia, a-t-elle dit. Le juge des faillites en charge du dossier de Jeremiah Ocampo vient d'émettre une ordonnance du tribunal. Ils vont geler tous les comptes liés au transfert suspect, y compris le compte secret de Dolores. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, ai-je demandé, sentant l'anxiété revenir en force. Cela signifie que le processus s'accélère beaucoup plus vite que nous ne le pensions, a répondu Marilla. Et cela signifie aussi que Dolores sera probablement convoquée formellement pour témoigner devant le tribunal, dans les prochains jours. Si le juge détermine que l'argent transféré provenait bel et bien de vos comptes joints. Cela pourrait grandement renforcer votre position dans la procédure de divorce, Augustine. Mais cela pourrait aussi signifier que Dolores s'expose à des conséquences juridiques plus graves qu'elle ne l'imaginait. J'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions. D'un côté, la satisfaction que la vérité éclate enfin au grand jour, que la justice commence à aller dans la bonne direction, après tant de tromperies. D'un autre côté, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine pitié pour Dolores, pour la femme que j'avais aimée autrefois, confrontée maintenant aux conséquences de décisions, qui l'avaient éloignée de plus en plus de la personne que je croyais connaître. Les jours suivants se sont transformés en une succession vertigineuse d'événements juridiques. Dolores a été convoquée exactement comme Marilla l'avait prévu. Et, lors de sa déposition devant le tribunal, elle a fini par admettre formellement l'origine des transferts, sa relation avec Jeremiah, et le détournement de fonds qui nous appartenaient légalement à tous les deux, en tant que biens matrimoniaux. La nouvelle a atteint la presse locale, car le dossier de faillite de Jeremiah avait déjà suscité une certaine attention médiatique, en raison de l'ampleur des dettes en jeu. Mon nom a été brièvement mentionné dans quelques articles, toujours comme la partie lésée, le mari trahi,
dont les biens avaient été utilisés sans son consentement pour financer les erreurs d'un autre homme. J'ai reçu un appel de Julien un après-midi, avec des nouvelles qui sonnaient enfin comme une véritable conclusion à ce chapitre douloureux de ma vie. Monsieur Augustine, le juge a déterminé que Dolores doit rembourser la totalité des 60 000 € transférés, ainsi que renoncer à toute réclamation sur le compte d'investissement de 150 000 € qu'elle avait initialement l'intention de garder pour elle seule, m'a-t-elle informé. L'accord de divorce final vous accorde une position financière beaucoup plus favorable que celle qu'elle a d'abord essayé d'imposer. J'ai senti un énorme poids se soulever enfin de mes épaules. Ce n'était pas seulement une question d'argent, bien que cette partie comptât certainement après des années de travail honnête. C'était une question de justice, de vérité qui éclatait enfin au grand jour, et de décisions prises dans l'ombre qui affrontaient enfin les conséquences à la lumière du jour. Ce soir-là, j'ai appelé Marilla pour lui annoncer la nouvelle, sentant qu'après tout ce que nous avions traversé, elle était la première personne avec qui je voulais partager ce moment de clôture. C'est fini, Marilla, lui ai-je dit, la voix remplie d'une émotion que je pouvais à peine contenir. Tout est fini, et de la meilleure façon possible, compte tenu de la façon dont tout a commencé. Je suis tellement heureuse de l'entendre, Augustine, a-t-elle répondu avec une chaleur sincère. Bien que, si tu me permets de le dire, je ne pense pas que ce soit vraiment une fin. Je pense que c'est plutôt un début. Comment ça, ai-je demandé, bien qu'au fond, je pressentisse déjà la réponse. Celui de deux inconnus qui, il y a quelques semaines à peine, ont fait une promesse absurde sur un brancard d'hôpital. Sans savoir que cette blague finirait par devenir quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun de nous n'attendait, mais dont nous avions tous les deux, je crois, profondément besoin. J'ai senti un sourire se former sur mon visage, le premier sourire sincère et entier que j'avais ressenti depuis longtemps. Alors, que suggères-tu que nous fassions maintenant, ai-je demandé, d'un ton légèrement joueur que je n'avais pas utilisé depuis des semaines. Je suggère que nous nous rencontrions demain, Augustine, et que nous parlions de ce que cela signifie vraiment, d'accomplir une promesse faite dans les circonstances les plus étranges et les plus inattendues, qu'aucun de nous n'aurait jamais pu imaginer. J'ai raccroché le téléphone cette nuit-là, sentant pour la première fois depuis longtemps que l'avenir n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à attendre avec une véritable excitation. Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un petit restaurant au bord de la rivière, un endroit calme que Marilla avait choisi précisément parce que, selon elle, personne là-bas ne la reconnaîtrait comme la propriétaire du groupe Fontan. Nous ne serions que deux personnes partageant un repas, sans titre, sans bien, sans les étiquettes que le monde extérieur insistait pour nous coller. Merci d'avoir choisi cet endroit, ai-je dit, alors que nous étions assis à une table près de la fenêtre, avec vue sur l'eau. Après tout ce que nous avons traversé, ça fait du bien d'avoir un moment aussi simple. C'est précisément pour cela que je l'ai choisi, a-t-elle répondu, avec un sourire chaleureux. Je voulais que nous